certaine manière, droit dans le mur. Et mon hypothèse, moi, depuis de longues années maintenant, c'est d'essayer de montrer qu'on est en train de récupérer ces bagages inutiles. Le festif, le ludique, l'onirique, l'imaginaire. Je dis bien comme étant des paramètres humains, c'est-à-dire des manières de vivre ensemble. Alors, il y a réémergence de cela, soyons clairs, quand quelque chose ressurgit, c'est souvent pour le meilleur et pour le pire. Et on a des quantités d'exemples, bien évidemment, du pire. Je dirais le retour du sacré ou du sacral, comme dirait Régis Debray sous ses diverses formes, peut prendre le meilleur ou le pire, peu importe en la matière. Mais disons que notre travail, en tout cas moi tel que je le comprends le mien, c'est de faire constat, de repérer que ceux qu'on avait laissés sur le bord de la route, si je reprends cet exemple-là, eh bien constituent des éléments, je ne sais pas si on peut dire essentiels, en tout cas non négligeables de la vie sociale. Alors je le montre au travers d'un mot, d'ailleurs, qui est un néologisme, je le dis pour mémoire. On l'emploie, mais on ne se rend pas bien compte que c'est un néologisme. C'est le mot émotionnel. On a en français le terme émotif. Le mot émotionnel, c'est un terme qui est justement proposé par Max Weber pour décrire quelque chose qui dépasse l'individu, une ambiance, une atmosphère mentale dans laquelle on se situe. Et on voit bien comment, moi j'ai, dans un de mes livres qui s'appelait Les communions émotionnelles, j'ai rendu attentif comment les grands rassemblements sportifs, musicaux, consommatoires, religieux, c'était de l'émotionnel à l'acte, tout simplement. C'est-à-dire ça, en quelque sorte, on n'était plus, si je puis dire, enfermé dans sa simple raison, mais qu'il y avait l'irruption de ce... Alors moi, j'aime pas le mot irrationnel, je dis du non-rationnel, qui a sa rationalité propre. C'est Weber qui dit ça. Pareto dit, le non-logique n'est pas forcément illogique. Et on se rend compte comment, j'ai souvent des discussions avec des chefs d'entreprise, par exemple, qui se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus manager leur jeune génération à partir du modèle tayloriste, c'est-à-dire uniquement en gardant l'organisation rationnelle du vivre ensemble. Mais qu'il y a nécessité de reconnaître, d'intégrer, de ritualiser, moi je dis d'homéopathiser cet émotionnel. Il est là, il faut faire avec. Et donc, plutôt que de le dénier, parce que quand on le dénie, ça revient le retour du refoulé. Du coup, c'est immaîtrisable et peut-être même sanguinaire. Alors que si on sait le reconnaître, ma métaphore, je la redis, on va homéopathiser cet émotionnel. Mais il suffit de traîner dans la rue, je dirais, pour constater que cet émotionnel est là. Voilà, c'est tout. Et ma post-modernité, enfin ce que j'appelle faute de mieux, avec quelques autres, post-modernité, pour dire tout simplement ce qui arrive après. Eh bien, c'est en effet la capillarisation de cet émotionnel sous ses diverses formes dans tous les domaines de la vie sociale. On pourrait dire par exemple que les politiques ont compris votre message. Je n'en suis pas certain. Vous ne croyez pas? C'est une manière euphémique de considérer qu'ils sont totalement déphasés. Vous savez que j'ai écrit un livre il y a quelques mois qui s'appelait Les Nouveaux Bien-Pensants, qui était un livre un peu de polémique, je reconnais, où je montrais comment l'intelligentsia, c'est-à-dire dans le fond, vous, journalistes, moi, universitaires et politiques en particulier, restons sur le logiciel moderne de la rationalité. Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'émotionnel quand le président de la République, quand le Premier ministre, au moindre petit incident, à la moindre petite chose qui peut survenir dans la société, se rend sur place, fait des déclarations, vous avez raison. Intervient. On a le sentiment que, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais que l'homme politique aujourd'hui, par exemple, consacre beaucoup plus de temps à un véritable travail et qu'il est dans l'émotionnel en permanence. Non, je suis d'accord sur ce constat. Je dis uniquement qu'ils sont obligés de passer dans le compassionnel, mais... Et pour moi, c'est gauche et droite confondues. Oui, soyons clairs là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'ils savent vraiment penser l'importance de ce retour de l'émotion, disons de l'émotionnel. Je dirais d'une conception beaucoup plus entière de ce que nous sommes. C'est-à-dire le cerveau, c'est un morceau. La prise en compte des sens, ça veut dire qu'il y a l'entièreté de l'être, individuel et collectif. L'animal humain,
Et donc, ce n'est pas l'objet peut-être du débat maintenant, mais disons que mes discussions avec beaucoup d'hommes ou de femmes politiques m'amènent à dire que non, ils n'ont pas vraiment mesuré ce qu'il en est. Même si je suis d'accord avec vous, ils vont avoir toute une série d'attitudes où ils vont aller faire du compassionnel ici ou là. Mais par après, ça ne rentre pas cela dans le logiciel. Voilà, mais ça c'est un autre débat qui ne va pas le débat d'aujourd'hui. Alors, cette post-modernité, ou plutôt cette modernité, à votre avis, cette parenthèse se ferme à quel moment? Aujourd'hui, en ce moment, ou elle s'est déjà fermée? Non, pour moi elle est fermée. C'est-à-dire que restons sur ce qu'est la temporalité habituelle. Ce que repéraient les économistes, les anthropologues, les historiens, chaque 3 siècles et demi. Grosso modo, c'était ça l'orbe d'une époque. La modernité, j'ai dit tout à l'heure, XVIIe siècle. À mon avis, je vais le dire un peu crûment, elle s'achève à la moitié du XXe siècle. 1950 pour être précis. Je vais dire, donner 2 exemples. Pourquoi? Non, mais... Pas 51, pas 40? Non, je dis 50, rien que pour vous embêter. Oui. Parce que je ne crois pas, bien sûr, à une date précise. Enfin, tout de même, je vais vous dire pourquoi. Après, ça prend du temps. Entre 2 époques, il y a toujours quelques décennies. Et je pense que c'est à partir de l'an 2000 qu'il y a conscience de la saturation d'une manière de se penser et d'une manière d'être. Pourquoi je dis 1950? Pour 2 raisons. Mais que je donne, comment dire, je les donne comme indice. Amusez-vous, moi je m'amuse avec ça. Indice, index, ce qui montre. 1950, c'est l'émergence du design. Le design, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'étaient les objets de la vie quotidienne, frigidaire, casserole, tous ces objets de la cuisine, gardent leur fonctionnalité, mais en plus on les esthétise, on les pare. Et pour moi, ça, c'est une dimension entière. C'est-à-dire, pas simplement, encore une fois, la fonctionnalité, mais la fonctionnalité plus l'esthétique. Ce que je dis, on va rendre belle la casserole. Et ce n'est pas inintéressant. C'est un indice intéressant, je dirais, d'une autre sensibilité, d'un autre rapport au monde. Voilà, pour moi, c'est le design sous ses diverses modalités. Parce que la vraie culture, elle est là. Hein. Comment on habite, on s'habille, on mange. Hein. Et donc, du coup, le fait qu'on ne garde pas une simple dimension fonctionnelle, mais une dimension beaucoup plus complète, pour moi, c'est un indice. Le deuxième, c'est en 1950 qu'est publié aux États-Unis le livre d'un architecte italo-américain qui s'appelle Roberto Venturi. Oui. Son livre, traduit en français, qui est un livre fort agréable, enfin, assez difficile à lire, mais qui est instructif, qui s'intitule « De l'ambiguïté en architecture ». Et donc, cet architecte va faire, c'est un manifeste, une école secrète, sur le post-modernisme. Pourquoi le post-modernisme? Il prend le contre-pied de ce qu'était le moderne, c'est-à-dire le Bauhaus en Allemagne, ce qu'était le Corbusier en France, ce qui va être l'obscénité de nos HLM, c'est-à-dire, dans le fond, une esthétique là, minimaliste, angle droit. Et on voit bien comment toute l'architecture moderne a reposé là-dessus. Et Venturi va élaborer cette architecture post-moderniste pour prendre le contre-pied de ce minimalisme. Comment fait-il? 2 remarques. Et pour moi, c'est ce qui va s'appliquer à la post-modernité. Premièrement, plutôt que quelque chose de minimal, il va proposer des constructions que maintenant nous voyons un peu partout de par le monde, ce qui s'appelle en architecture des citations diverses. C'est-à-dire une porte gothique, une fenêtre baroque, quelque chose de roman, etc. Un patchwork. Deuxième caractéristique, j'ai dit c'était pour la communauté italo-américaine. C'est la Piazza d'Italia à New Orleans. C'est que ces citations, on va les prendre à Padoue, Venise, Rome, Florence, etc. Avec, dit-il, un processus, le mot savant, d'anamnèse. Souviens-toi, d'où tu viens.